à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce regard sur le divorce et sur la place des enfants quand les parents se séparent. Après le doc, place à présent au débat. Vous savez peut-être qu'en Belgique, un mariage sur 3 débouche sur un divorce. Alors pour les enfants, c'est toujours un choc, évidemment. Qu'est-ce qui se passe après? Comment on gère les choses? Souvent, ça se passe bien, parfois moins bien, parfois pas bien du tout. On l'a vu dans le documentaire, mais ça reste des cas, évidemment, assez exceptionnels. Alors, comment protéger les enfants, les préserver des conflits? Comment organiser au mieux la garde, gérer les nouvelles configurations familiales? Ce sont les questions que nous allons poser ce soir avec nos invités. Bonsoir, Marie-France Carlier, vous êtes juge de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance de Namur, à la division de Dinan. Et vous appliquez dans votre tribunal une méthode de résolution de conflits assez inédite chez nous, le consensus parental. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Bruno Humbeck est également avec nous, psychopédagogue, chercheur en psychologie familiale et scolaire à l'université de Mons. Vous avez notamment écrit ce livre, Comment préserver ses enfants lors d'une séparation. Question ô combien importante aujourd'hui. Laura Merla, vous êtes sociologue de la famille et professeur à l'UC Louvain. Pendant 5 ans, vous avez mené une grande étude avec des jeunes entre 10 et 16 ans. Vous avez voulu voir comment ça se passait pour ces jeunes qui vivent la garde alternée. Les résultats sont assez encourageants et les résultats de cette étude, on peut les découvrir dans un livre qui va être publié. Ça s'appelle « 2 maisons, un chez soi, expérience de vie de jeunes en hébergement égalitaire ». Également avec nous ce soir, Vincenzo Semeraro. Vous êtes fondateur de l'ASBL SOS Papa Belgique. Alors Vincenzo, ça fait 20 ans que vous n'avez plus vu votre fille. C'est évidemment une expérience très douloureuse et ce qui vous a mené à militer dans cette association SOS Papa. Vous luttez notamment contre ce qu'on appelle l'aliénation parentale. C'est un concept qui fait débat aujourd'hui. Absolument. Vous nous expliquerez ce que vous en pensez. Alors, ma première question, elle est pour vous, Bruno Humbeck. Je disais dans l'introduction que la plupart des séparations se passent quand même plutôt bien. Aujourd'hui, c'est peut-être quand même important de le mentionner après ce documentaire où on a l'impression que tout est très conflictuel. Oui, ça se passe. Bon, il y a ces fameux divorces pour cause de désunion irrémédiable qui fait qu'on n'est plus obligé de décider que quelqu'un était coupable. Dans le divorce. Et ça a un impact direct sur les enfants. Ça a un impact direct sur les enfants, effectivement. Alors, dire que ça se passe toujours bien ou toujours mal n'a pas beaucoup de sens. Pour l'enfant, c'est toujours la fin du monde parce que c'est la fin de son monde. Et donc, dans ces cas-là, il y a effectivement toujours des perturbations dont il faut tenir compte parce que, auparavant, c'était peut-être plus dur au niveau du principe de liberté. C'est-à-dire, on disait, mais quelqu'un a tort et quelqu'un a raison. Donc, celui qui a tort, finalement, a tous les torts. Celui qui a raison emporte les enfants. Pour l'enfant, c'était évidemment très contraignant et très astreignant, mais ça ne craignait pas cette espèce de tension qu'il y a actuellement sur lui, parce qu'on lui dit maintenant, tout le monde effectivement a raison de se séparer, ou a ses raisons de se séparer, et maintenant on va te demander ton avis par rapport à tout ça. C'est pour ça que dans le film, par exemple, il faut bien faire la part des choses entre ce qu'on voit qui ressemble plus à des enquêtes mises en place parce qu'il y a des mécanismes de maltraitance qui sont mis en place et ce qui est fait dans la réalité quand ça se passe, ce que vous évoquez, pas trop mal. C'est-à-dire quand il y a de la souffrance, qu'on a besoin d'un accompagnement plus que d'une enquête d'ailleurs, que le but du jeu, c'est pas de se battre pour les enfants, le but du jeu, c'est de se battre effectivement avec les enfants pour qu'ils soient le mieux possible et qu'ils sortent le moins abîmés possible de ces situations. Dans le film, c'est vrai qu'on ressort avec l'impression que c'est bien de donner un maximum la parole aux enfants, qu'il faudrait lui donner plus de place dans les procédures. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas nécessairement d'accord. D'ailleurs, dans ce film, c'est le mot sacralisation de la parole de l'enfant. On a l'impression qu'en France, ils n'ont toujours pas compris. Il y a eu l'affaire d'Outreau quand même. On doit comprendre que la parole de l'enfant, elle ne doit pas être sacrée parce qu'elle est influencée. Elle n'a pas plus de valeur que celle de ses parents. Non, bien sûr, et elle est même influencée par des choses qu'il ne peut pas maîtriser lui-même. Ce qu'on appelle, nous, l'auto-aliénation parentale. C'est-à-dire le fait qu'un enfant a tendance à prendre le parti du parent qui souffre le plus. C'est pas de l'aliénation, parce que le parent ne manipule pas. Vous pouvez pas reprocher à une maman ou à un papa qui vient de se faire quitter de pleurer. Or, pour l'enfant, mais c'est un message qui va
influencer sa manière de prendre position. Si on lui demande son avis, on fait peser beaucoup de poids sur sa parole. Et si en plus on déclare que sa parole est sacrée, évidemment que ça devient absolument invivable pour lui. Donc je pense que l'urgence pour le moment, c'est dans les situations où les parents sont en situation de conflit majeur, permettre à l'enfant d'être tranquille, d'avoir la paix, d'être mis à l'écart. Vincenzo Semeraro, quand vous entendez ce que dit Bruno Humbe, qui dit quand même que c'est vrai, dans la plupart des situations, même si évidemment c'est un choc et quelque chose de difficile à gérer pour l'enfant, mais dans la plupart des cas, on trouve quand même des solutions qui conviennent à tout le monde. Vous réagissez comment? Puisqu'évidemment, vous avez une histoire beaucoup plus douloureuse que celle-là. Disons que nous, en tant qu'association, nous rassemblons un peu le haut de l'iceberg des cas d'aliénation parentale. Et j'irai plus loin, c'est que le processus d'aliénation parentale, ce sont vraiment des étapes que met en place un des parents pour arriver à un résultat. Avant de parler de ce concept, parce qu'on n'en a pas encore vraiment défini les contours, mais peut-être parler d'abord de votre histoire et de l'histoire des papas qui s'adressent à vous, et parfois des mamans d'ailleurs. Non, mais pas votre histoire en détail, mais les situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, ce sont des histoires qui sont pour le coup assez douloureuses et où il y a des conflits irrémédiables entre parents. Alors, si je résume mon histoire, c'est ne plus voir son enfant depuis 20 ans. Alors, l'aliénation parentale a de ceci de particulier, c'est qu'il faut faire son deuil d'un enfant vivant. Et pour faire le deuil d'un enfant vivant, il faut mettre de la terre sur une tombe. Et en 20 ans, j'ai mis des tonnes de terre, et maintenant, cette terre, elle reste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aliénation parentale ne concerne pas uniquement les papas, mais concerne également des mamans, dans une proportion différente, évidemment. Mais ces mamans qui ne trouvent pas le soutien dans d'autres associations viennent chez SOS Papa parce que nous, au niveau de l'écoute de l'aliénation parentale, nous connaissons. Vous, en tout cas, ceux qui s'adressent à vous, ce sont des parents en souffrance parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Ce sont des parents qui ne voient plus leurs enfants parce que l'enfant a dit « moi, je ne veux plus aller chez mon autre parent ». Juste dire ceci, c'est que la proportion entre papa et maman qui subissent l'aliénation parentale, on peut tabler sur 90-10. Marie-France Carlier, aujourd'hui, c'est l'hébergement égalitaire qui prévaut normalement en Belgique. Alors, on verra si dans la réalité, ça se passe exactement comme ça, notamment avec vous, Laura Merla. Mais aujourd'hui, ça veut dire que la ligne de conduite pour les juges, pour les tribunaux de la famille, c'est tenter de faire en sorte que l'enfant puisse avoir accès aussi bien à son père qu'à sa mère, avoir un temps partagé de vie à 50-50 ? Alors bien entendu, c'est l'idéal. Si l'enfant peut partager autant de temps avec son papa et sa maman, mais bien entendu, le législateur a quand même mis certaines conditions. Nous devons examiner prioritairement la demande s'il n'y a pas d'accord entre les parents, s'il y a une autorité parentale conjointe et si l'un le demande. Donc, on doit l'examiner prioritairement et on doit quand même voir quelle est la motivation du demandeur et voir s'il y a des contre-indications. Alors, de plus en plus, on ne plaide plus devant moi l'hébergement égalitaire parce que finalement, ce qui compte pour l'enfant, c'est que les parents s'accordent. Alors, tant mieux s'ils s'accordent pour un hébergement égalitaire, mais ce n'est pas possible dans toutes les situations. Mais ce qui est important, c'est effectivement que les parents s'entendent. Et donc, nous avons mis en route à Dinan, il y a 10 ans, le modèle de consensus parental. Et dans le cadre du modèle de consensus parental, on responsabilise les parents. On essaie de leur faire comprendre que l'enfant, de toute façon, il souffre lors d'une séparation, mais on va faire en sorte qu'il souffre le moins possible. Et donc, on va les responsabiliser et les aider à trouver la meilleure solution possible pour leurs enfants. Et grâce à cela, ils vont trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement un hébergement égalitaire. Ce sera peut-être un semi-égalitaire parce que monsieur ou madame voyagent beaucoup pour le travail. Mais on va faire en sorte qu'ils s'entendent. Et c'est ça que les enfants veulent. Bien sûr, ils sont satisfaits s'ils peuvent partager beaucoup de temps avec les deux parents. Mais c'est naturellement la qualité du lien qui est important. Pour l'enfant, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de conflit de loyauté, en l'occurrence, que ce soit une décision de ses parents. En fait, notre modèle est un modèle
préventif des ruptures de liens et donc des alienations parentales. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi assez critique par rapport à ce qu'on a vu dans le documentaire qui précède, où on donne beaucoup de place à l'enfant, à sa décision, à sa parole, à ses choix. Vous dites que ça, bien sûr, dans certaines circonstances, l'enfant doit être entendu, mais ça ne doit pas être la norme. Seulement s'il le demande, par exemple. Alors, la norme en Belgique est déjà très différente, puisque vous voyez dans le premier casus, la juge décide de ne pas entendre l'enfant, pourtant l'enfant, elle le demande. En Belgique, si l'enfant le demande, le juge ne peut pas refuser de l'entendre. Par contre, tous les enfants de plus de 12 ans sont informés de leur droit d'être entendus par le juge de la famille qui va rencontrer ses parents. Quand ça concerne l'autorité parentale, l'hébergement de l'enfant ou le droit aux relations personnelles. D'accord, donc ils sont informés qu'ils peuvent, mais ils ne le font pas nécessairement, et la plupart ne le font pas ou je dirais qu'il y a plus ou moins 50% des enfants. Bon, je n'ai pas fait des statistiques. Ouais. Enfin, bon, mais avant tout, les enfants étaient convoqués et je pense que beaucoup d'enfants ne souhaitent pas être entendus, en fait. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas prendre parti. Et ouais, voilà. Laura Merla, dans votre étude donc, qui concernait des enfants entre 10 et 16 ans, pour parler des chiffres et aussi d'hébergement partagé à 50-50, est-ce que dans la réalité, ce modèle-là, où on est une semaine chez papa, une semaine chez maman, ou d'autres formules, parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres possibilités, est-ce que c'est aujourd'hui la norme, la généralité ? Alors aujourd'hui, le modèle qui domine encore, c'est l'hébergement exclusif chez la maman. Donc dans les familles séparées ou divorcées, on a 4 jeunes sur 10 qui vivent exclusivement chez leur maman. Et l'hébergement égalitaire vient en deuxième position. Donc on a 3 jeunes sur 10 qui sont en hébergement égalitaire. On en a 2 sur 10 qui sont principalement chez leur maman. Donc c'est le système du week-end sur 2 et les vacances scolaires chez le papa. Et on a 1 jeune sur 10 qui est en hébergement exclusif chez le papa. Donc l'hébergement égalitaire est le deuxième modèle en fait en termes de statistiques par rapport aux jeunes aujourd'hui. Vous avez analysé ça, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? C'est parce que ça correspond à une demande ? C'est parce qu'on est encore enfermé dans certains modèles où la maman a une place plus importante auprès d'un enfant qui grandit ? Qu'est-ce qui mène à ce constat et à ces chiffres-là ? Il faut se dire que l'hébergement égalitaire existe en fait depuis la loi de 2006 et les années qui ont suivi sa mise en place, on a vu une très forte augmentation en fait en termes statistiques du nombre de familles qui mettaient en place l'hébergement égalitaire. Mais au départ, c'est un mode de garde qui s'est répandu dans des couches plutôt favorisées de la population parce que ça demande des ressources financières, ça demande pour ces pionniers aussi la capacité de continuer à fonctionner un minimum ensemble, d'être capable de se parler, de prendre des décisions ensemble. Et c'est un modèle qui ne fonctionne pas dans des situations où il peut y avoir des violences conjugales, etc. Donc c'est un modèle qui au départ n'est pas accessible à tout le monde, mais dont on voit qu'il se répand progressivement dans d'autres couches de la population aujourd'hui. Et donc on le retrouve aussi davantage dans des milieux qui sont peut-être moins dotés financièrement, etc. Mais si on regarde l'évolution dans le temps, en fait, c'est une évolution qui est absolument majeure. Et au niveau européen, la Belgique est un des pays qui a le taux d'hébergement égalitaire parmi les plus élevés. On est au même niveau que les pays scandinaves. Si je prends l'exemple de la France, où l'hébergement égalitaire est une possibilité parmi d'autres, on a à peu près 10% des enfants qui sont en hébergement égalitaire. Donc voilà, notre pays est pionnier aussi à ce niveau-là. Et c'est une évolution qui reflète plusieurs choses, mais d'une part, une plus grande égalité aussi entre les pères et les mères. Ça a été un souhait aussi de pouvoir accorder une place plus importante au père après un divorce ou une séparation. Et puis alors, c'est cette idée aussi qui a nourri la décision au niveau de la loi, qui est de dire que c'est dans l'intérêt de l'enfant que de pouvoir avoir un lien relativement égal avec chacun de ses parents. Et donc, on a décidé que c'est en résidant de manière relativement égale chez chacun de ses parents qu'on est dans la meilleure condition pour pouvoir entretenir ce lien. Bruno Humbeck, pour revenir au point de départ, à ce choc, à ce monde qui s'écroule pour l'enfant, comment est-ce qu'on annonce les choses à un enfant ? Comment est-ce que des parents qui décident de se séparer doivent informer leurs enfants ? À quel moment aussi ? Parce que cet enfant, en général, il vit des conflits depuis longtemps, voilà, il sent des choses... C'est pas quelque chose qui vient de rien. Ça vient effectivement au bout d'un processus. Il faut déjà rassurer l'enfant sur le fait que dans l'affection humaine, ce qui se divise ne se diminue pas. On peut se séparer, on va toujours t'aimer toute
toujours autant. On va être attentif à ton confort. Et il y a un petit mot très joli qui vient d'être dit, c'est un hébergement relativement égalitaire. On va pas te partager comme un gâteau, on va pas te couper en deux, parce que c'est ça qui parfois crée le conflit, qui donne l'impression à l'enfant qu'il n'est plus que l'objet d'un conflit entre deux adultes qui ne s'entendent plus, et qui parfois, parce qu'ils ne s'entendent plus, ne s'écoutent plus. Alors, papa et maman vont prendre le temps de s'écouter pour te rendre la situation le plus confortable possible. Ça suppose, par exemple, qu'on ne va pas te demander de prendre parti. On va te laisser tranquille pour le moment. Papa et maman ont des tas de choses à négocier. Ils vont le faire entre eux, entre adultes, et pour ça, il y a des médiateurs. Il y a des tas de personnes qui sont mises à disposition des familles pour éviter que le conflit ne prenne des tournures spectaculaires. Et je pense qu'il faut bien comprendre que cette garde alternée, c'est un cadre. Et c'est pour ça que le mot relativement est terriblement important, parce que derrière ce cadre, on va produire une œuvre. Et ce qui est important que l'enfant entende, c'est qu'on va le faire avec soin, en prenant et en étant attentif à ses besoins, à ses émotions, et en ne lui demandant pas d'influencer ce qu'on va mettre en place. C'est ça le principe d'auto-aliénation parentale, quand il est activé par un parent qui n'a pas nécessairement l'intention consciente d'aliéner l'enfant, mais qui, par des mécanismes naturels, font que l'enfant est dans une situation inconfortable et se sent obligé, par exemple, parce que dans la façon dont on parle du conflit, on dit « mais tu as vu l'enfant, tu as vu comment ton père me traite, tu as vu comment ta mère me traite ?» Et là, c'est des façons de prendre l'enfant à témoin qui le mettent dans une situation très inconfortable. Très vite aussi lui parler de choses pratiques à cet enfant, parce que c'est les premières questions qui se posent. Où est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre ? Il va pouvoir le plus facilement faire entendre sa voix, et là, effectivement, ça a du sens d'écouter. Qu'est-ce qui, pour toi, te conviendrait le mieux au niveau de l'école, au niveau de toute cette organisation. Moi, je trouve ça très intéressant, cette recherche qui vient d'être réalisée, dans laquelle on écoute l'enfant sur la manière dont il vit les choses, et on se rend compte que les enfants ont une capacité d'adaptation au conflit, pour autant qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne leur impose pas de prendre parti, qui finalement est souvent beaucoup plus importante que ce que les adultes imaginent. Et parfois, en voulant préserver l'enfant de ce qui est un choc vis-à-vis duquel on ne lui demande pas de donner son avis pour influencer la façon dont ce choc va se réaliser. Quand un parent quitte l'autre parent, quand le parent quitté dit « mais je suis malheureuse, tu n'as pas à faire ça, regarde ce que tu fais au petit, il est malheureux parce qu'on se quitte ». L'enfant, évidemment, dans tous les cas de figure, s'est fixé comme mission de maintenir la famille unie parce que c'est son monde, tout simplement. Même si ça ne fonctionne pas très bien, pour lui, tant que ça fonctionne, ça doit durer. Voilà. Monsieur Semeraro, on part d'ici de garde, d'hébergement partagé, etc. Est-ce que ça vous choque, vous, quand vous entendez qu'il y a moins de papas, en l'occurrence, qui ont la garde de leurs enfants que de mamans ? Sur une requête d'un papa en hébergement égalitaire, il a 50% de chances de l'obtenir. Ce qui est dommage de savoir, c'est qu'une maman qui demande l'hébergement égalitaire approche les 100%, 99,99. Donc, il y a une dualité de genre dans l'acceptation de... Vous expliquez comment ? Je ne l'explique pas, je le constate. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'association. Je ne suis pas spécialiste dans un domaine ou dans un autre. Notre rôle en tant qu'association, c'est de vraiment faire un constat. Votre impression est que les papas sont moins entendus, c'est ça que vous nous dites ? Non, je dis qu'il y a une dualité de décision. Une dualité de décision à caractère genré. Donc, et c'est cette décision genrée qu'il faut essayer d'amenuiser. Une réponse à cela, Marie-France Carlier. Est-ce qu'aujourd'hui, les papas, en l'occurrence, ont moins facilement accès à leurs droits que les mamans ? Non. Enfin, moi, je ne pense pas. Bien entendu, nous sommes des humains. Il y a beaucoup de juges féminins. Est-ce que ça joue ou pas? Je n'en sais rien. Ça ne devrait pas. Au sein de notre tribunal, je ne pense pas que cela joue. Et en fait, pour revenir aux demandes des papas, vous parlez de Bruxelles. Alors moi, je pense que au sein de notre tribunal, on dit souvent au papa, on y va, mais pas à pas. On n'y va pas abruptement, parce que parfois le lien n'est pas nourri, parce que l'enfant est encore trop jeune, et on respecte le rythme de l'enfant. On a le temps, on prend le temps de respecter le rythme de l'enfant. Et si on dit au papa, on va y arriver, c'est la loi, on va examiner prioritairement, mais pour le moment, l'enfant n'est pas prêt,
la mère non plus peut-être, mais l'enfant n'est pas prêt. L'hébergement égalitaire, si on est face à un enfant de 3 ans ou un enfant de 12 ans, c'est pas pareil. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit on peut déjà l'organiser, mais alors avec des petits moments, par exemple 2 jours, 3 jours. On peut déjà l'organiser, ça dépend en fait comment le lien est déjà nourri avec le père. De plus en plus, les pères s'investissent énormément dans l'éducation de leur enfant, et donc on peut se rendre compte qu'effectivement, les pères sont tout à fait capables, et les enfants sont très à l'aise avec leurs parents. Donc, on le fait, mais comme l'enfant n'a pas la notion du temps, on fait des petites 2 jours, 3 jours, des petits moments, mais pas un hébergement égalitaire par semaine. Bruno Humbeek, l'âge est déterminant. C'est dans fondamental. ce processus-là. Je pense qu'il faut effectivement se dire on a affaire à un choc, il ne faut pas ajouter de la brutalité à ce choc. Et tout le problème, il est là. Effectivement, chez un petit enfant qui a besoin de la continuité des soins, plus sans doute qu'un enfant plus âgé, c'est important qu'on puisse le faire en douceur, doucement. Et donc, ce que j'entends, évidemment, l'approche consensuel. Le consensus, c'est quelque chose de doux qui suppose effectivement que chacun a mis de l'eau dans son vin et a essayé de faire en sorte que ça se passe bien, et une forme de douceur dans les rythmes. C'est-à-dire dire du jour au lendemain, voilà, on a dit 50-50, donc on y va, franco. Et j'aime bien entendre, on va y aller, mais à notre rythme et au rythme de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne brutalise pas, et on brutalise moins chez le petit. Chez le tout petit, par exemple, la continuité des soins, ça explique peut-être d'ailleurs aussi la différence en termes de revendications chez les hommes et chez les femmes. C'est peut-être pas simplement une question de discrimination de genre, c'est aussi une question de continuité de soins qui est mieux assurée chez les tout petits. Vous vouliez réagir, oui? Oui. Lorsque nous avons des papas qui disent « moi j'ai demandé l'hébergement égalitaire, je ne l'ai pas encore obtenu », et en suivant l'âge de l'enfant, on essaye de conseiller ce qu'on appelle un hébergement évolutif, et on essaye de lui donner des pistes pour dire, voilà, si, oui. En fonction de l'âge de l'enfant, de dire, viens déjà avec quelque chose de préparé devant la juridiction, tu inventes un processus qui pourrait correspondre à l'âge de l'enfant, et ainsi arriver à terme, on dit souvent l'âge de 3 ans, 4 ans, à un hébergement égalitaire. Hébergement égalitaire que nous sommes toujours pour éviter ce que nous appelons toujours, je reviens sur ce cheval de bataille, l'aliénation parentale. À partir du moment où les enfants puissent passer autant de temps avec papa qu'avec maman, ça risque moins de mettre en place de la part d'un parent aliénant le processus. Parent aliénant qui peut en l'occurrence être exactement. C'est le pour cette père raison nous sommes ou la vraiment mère. pour Oui. l'hébergement égalitaire, mais pour des jeunes enfants, on conseille l'hébergement évolutif. Laura Merla, quel vécu ils ont en fait les jeunes de la séparation? On ne peut pas répondre à ça facilement et avec une seule réponse, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'aujourd'hui la séparation, le divorce, c'est quelque chose de banal. Alors est-ce que les enfants, dans leur majorité, vivent ça aussi après le choc comme quelque chose de banal, un nouveau modèle familial, ou est-ce que ça reste dans leur témoignage une souffrance, quelque chose d'anormal, une anomalie dans leur parcours? Mais je pense qu'il faut revenir sur ce qui a été dit. Donc, il y a effectivement le moment de la crise, qui est un moment extrêmement difficile, où l'univers s'écroule, etc. Et puis, il y a l'après. Donc la manière dont on s'accommode de ce mode de vie, etc. Et on a mené une enquête il y a quelques années justement sur la parole de l'enfant et dans la détermination de son intérêt supérieur. On a interrogé des adultes qui sont revenus sur la manière dont ils ont vécu des divorces et des séparations parentales et qui nous disaient « mais moi j'étais le seul élève, le seul enfant de ma classe, le seul enfant de mon entourage à vivre une séparation ou un divorce ». Aujourd'hui, les jeunes ont des discours qui vont dans l'autre sens, qui sont de dire au plus ils sont âgés, au plus ils vont avoir tendance à dire tiens, c'est marrant, mes parents n'ont pas encore divorcé. Alors ils le disent sur le mode de la boutade, évidemment. Mais ça donne un aperçu en fait de la place que les divorces et séparations ont prise aujourd'hui. Donc ils ont davantage que leurs aînés des points de repère aussi. Ils voient des camarades chez qui ça s'est déjà passé, etc. Et votre point de vue, c'est qu'il faut dédramatiser aussi ce divorce? Oui, c'est-à-dire que
le documentaire qui a été montré ici était très intéressant et montrait effectivement des situations extrêmes. Ce qui était peut-être un petit peu dérangeant dans le documentaire, c'était l'intitulé qui donnait l'impression qu'on allait parler de l'enfant dans le divorce de manière générale. Et c'est vrai que ce type d'intitulé associé aux casus qui sont présentés là renforce cette idée selon laquelle un divorce est forcément quelque chose de mauvais, d'aliénant pour l'enfant. Donc, et qu'un enfant est toujours pris en otage par cette pris en situation. otage, écartelé. Et donc, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées jusqu'à présent, qui abordent la question de divorce et séparation du point de vue du bien-être de l'enfant. Et donc, on essaie avec un point de départ qui est souvent relativement négatif. Alors que pour les jeunes, en fait, cette situation devient leur quotidien. Ils apprennent en fait à vivre dans des situations dans lesquelles ils voient leurs parents par intermittence. Alors les choses ne sont pas forcément faciles parce qu'il y a toute une logistique, parce qu'on doit pouvoir s'attacher à 2 lieux différents, parce qu'on doit parfois gérer le fait que les parents ne s'entendent pas nécessairement bien. Mais en même temps, ça devient le mode de vie classique de ces enfants et quelque part une ressource aussi qu'ils peuvent trouver dans ce mode d'hébergement, c'est le fait que si ça ne se passe pas très bien d'un côté, en même temps on a une semaine de l'autre côté où on peut souffler un peu, recharger ses batteries. Nous on a des jeunes par exemple qu'on a rencontrés qui sont enfants uniques d'un côté et membres d'une fratrie recomposée de l'autre et qui quelque part apprécient ces 2 environnements, un côté un peu cocon, je suis tout seul avec mon parent, et puis l'autre où je suis au milieu d'une grande tribu joyeuse entre guillemets. Donc voilà, je mets en avant des choses positives, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une stigmatisation des familles post-divorce et séparation, mais qui sont liées au fait que dans notre imaginaire, la famille idéale, c'est la famille nucléaire. Et à mon sens, les familles divorcées et séparées ne sont pas plus ou moins fonctionnelles que les familles nucléaires. Alors, j'étais un peu surprise, moi, en préparant cette émission, de découvrir que vous étiez finalement le seul ou quasi le seul tribunal à proposer ce modèle de consensus parental. Maintenant, c'est présent à Gand, je pense, et il y a d'autres tribunaux qui sont intéressés par ça. Mais on se dit qu'en fait, le consensus parental, puisque c'est ce qui permet à l'enfant d'être bien, ça devrait être partout. Comment expliquer que ce mode de fonctionnement ne soit pas encore généralisé, Marie-France Carlier ? Parce que c'est un peu le jeu du hasard que moi j'ai eu cette chance d'assister à une conférence sur le modèle de Cochem, puisque je me suis inspirée de ce modèle-là. Et je pense que je ne suis pas allée prêcher la bonne parole dans les autres arrondissements. Et ce n'est que quand le ministre de la Justice a été intéressé par mon modèle et qu'il est venu à une de mes audiences, que cela a suscité l'intérêt d'autres arrondissements, notamment Gand, Anvers c'est très proche. Maintenant, il y a Mons aussi. Mais expliquez-nous très concrètement comment ça fonctionne. Donc, en fait, concrètement, c'est une gestion interdisciplinaire et rapide d'une séparation dans laquelle donc, nous responsabilisons les parents et nous les aidons. Je dis nous, parce qu'il y a les avocats, il y a tous les intervenants qui gravitent autour des familles. Nous les soutenons à trouver le meilleur accord possible pour les enfants. En les mettant ensemble. Alors, ça se passe à la fois lors de la procédure, donc à l'audience. Donc déjà, les avocats vont travailler fortement en amont. Donc ils vont vraiment aider les parents, les orienter vers le réseau, c'est-à-dire déjà les orienter vers les modes alternatifs de règlement amiable. Donc maintenant, ils ont cette obligation-là dans le Code judiciaire, l'article 444. C'est une obligation de résultat. Ils doivent informer les parents qu'il existe autre chose que le tribunal. Ils peuvent aller voir un médiateur, ils peuvent aller vers la chambre de règlement amiable. Et donc là, c'est un juge qui, pendant 1 heure, va passer du temps avec eux pour les aider à trouver cet accord. Et il y a le droit collaboratif, il y a beaucoup de... Et donc, effectivement, les avocats vont faire ce travail en amont, si bien que déjà, quand ils arrivent à la première audience, et la première audience a lieu souvent 3 semaines après le dépôt de la requête, parce qu'en plus, nous entendons les enfants avant la première audience, en 3 semaines, le travail fait par les avocats est déjà énorme. Et donc, si les 2 avocats font très bien leur travail, ils arrivent déjà à avoir un cadre provisoire. Mais donc on sort de la logique, il y a quelqu'un qui demande ceci, il y a quelqu'un qui demande cela, et le juge dit, moi je non, donne les avocats raison soutiennent les parents en disant non. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut trouver un consensus parce que
nous voulons arrêter le conflit. Il ne faut pas de conflit. Vous avez l'autorité parentale Et les conjointe. résultats, ils sont là, concrètement. Vous y arrivez dans tous les cas. Je pense qu'on y arrive bien, parce que c'est ce qu'on voit quand on assiste à mes audiences, et je pense que j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir. Mais nous n'avons pas de statistiques, malheureusement, puisque les statistiques, c'est simplement pour savoir le nombre de jugements courants. Ouais. Donc, effectivement, maintenant, ce serait un outil que je souhaiterais avoir. Oui. Après, ça prend du temps, on l'entend. Et on entend par ailleurs que les tribunaux sont engorgés, que la justice manque de moyens. Est-ce que prendre ce temps-là, 3 semaines, 1 mois, c'est possible concrètement? Alors, pour tous les tribunaux du en fait, c'est 3 semaines pour la première fixation. Oui, c'est ça. Mais c'est une obligation légale. Normalement, dans la loi, c'est 15 jours maximum. Donc, moi, 3 semaines, c'est l'idéal, parce que c'est vrai que 15 jours en convoquant l'enfant et en trouvant un moment pour l'entendre, c'est déjà très court. Mais il y a du travail supplémentaire, ça vous le... dans la procédure telle que vous l'envisagez, vous? Du travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'il existe, donc il y a la procédure, et alors il y a une commission pluridisciplinaire qui, au départ, on convoque tous les intervenants de l'arrondissement pour apprendre à se connaître. Et donc, on connaît les outils qui existent au sein de l'arrondissement. Et on en crée d'autres. Par exemple, on a créé, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce sont des avocats, donc notamment Maître Bimari, qui a créé les ateliers de communication pour parents séparés. Donc, ça vient du Québec. Et donc, le meilleur outil qu'on avait au départ et qui existait déjà en Allemagne, c'était la médiation. C'est-à-dire que le problème, c'est que tant que les parents ne sont pas responsables et ne savent pas communiquer, on ne pourra pas les lâcher. C'est pas parce qu'ils ont un accord global qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes les problèmes qu'ils vont rencontrer avec leurs enfants. Donc, ils doivent apprendre à communiquer. Ils doivent apprendre à communiquer, c'est aussi apprendre à gérer leurs émotions. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'émotions qu'ils n'ont pas pu évacuer. Et en allant chez le médiateur, ils pourront parler du passé, de ce qu'ils ont mal vécu, et pourront arriver à trouver un dialogue serein. Bruno Humbeck, on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui, que les choses évoluent très fort. Et il faut continuer à être créatif, parce qu'à partir du moment où ce modèle devient, si pas la norme, mais en tout cas, ça concerne énormément de jeunes, il faut trouver tout un éventail de solutions. Les professionnels qui disposent de techniques. Les techniques existent. On parle d'émotion, l'intelligence émotionnelle, on sait maintenant beaucoup mieux comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ses opinions et ses émotions. Et il faut effectivement que tous ces professionnels, les formations qui sont données auprès des médiateurs, etc., sont essentiellement des modèles, des formations dans lesquelles on va diffuser des outils concrets qui permettent effectivement d'améliorer la communication. Et ça, le fait d'avoir des tribunaux de la famille, ça a pas mal changé la donne, évidemment, parce qu'on a des gens qui sont beaucoup plus spécifiquement formés. C'est pas seulement qu'on s'entend plus, c'est qu'on s'écoute plus. Et il faut des personnes, effectivement, qui vont simplement rendre intelligibles les choses. Vous savez, la plupart des parents qui se séparent ont eu, en tout cas, au moment où ils ont fait un enfant, l'intention de l'élever ensemble. Après, ça s'est mal passé, mais l'intention première, elle était celle-là. Donc, si on revient à cette intention de base, et c'est ça le modèle du consensus, c'est se dire à la base, il y avait un consensus. Le consensus que vous aviez pris, qui était d'élever cet enfant, de l'éduquer le mieux possible jusqu'au bout. On va le réactiver, ce consensus-là, en dépit des désaccords que vous avez dans le couple conjugal. Le couple conjugal est mort, le couple parental, on va essayer de le maintenir en vie d'une manière telle que, en l'accompagnant, on croit que c'est possible. Et je pense effectivement qu'en aidant les gens à communiquer mieux, on permet à ce couple parental de rester en vie. Monsieur Semeraro, on entend ici des tas d'options qui sont proposées aujourd'hui, notamment par les tribunaux, les médiations, etc. Évidemment, les papas, les mamans qui frappent à la porte de votre association, souvent c'est quand il y a eu un échec et que ces dispositifs-là n'ont pas fonctionné. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc effectivement, nous représentons en permanence le haut de l'iceberg, donc les gens qui viennent chez nous pensant évidemment que l'on va trouver une solution à leur dossier. Mais nous partageons notre expérience dans le sens, nous partageons ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et on essaye de transmettre les bonnes attitudes, aussi bien devant les tribunaux que dans la vie de tous les jours face à son enfant, de la manière dont, s'ils alimentent le conflit, même en tribunal, et qui parlent de leur conflit en audience,
eh bien, ils n'auront pas le temps de parler de leurs enfants et de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants et de la manière dont ils veulent leur avenir. Et je pense que, Madame Carlier, c'est ce que vous voulez entendre. C'est entendre un parent dire « voilà moi ce que je veux pour mon enfant ». Et malheureusement, ils sont encore dans le conflit et ils restent dans le conflit. Et on essaye de passer au-delà pour justement montrer le caractère « je parle en tant que papa » et plus en tant qu'ex-compagnon. Alors vous défendez le fait que le concept d'aliénation parentale soit pris en compte par les juges et les tribunaux. Vous voulez qu'on reconnaisse dans la loi qu'il y a des parents qui ont été dénigrés, qu'on a privés en raison de mensonges de leur enfant. Expliquez-nous brièvement pourquoi est-ce que vous pensez que le fait que ce soit dans la loi, ce serait un plus ? Lorsque nous manifestons contre l'aliénation parentale, nous utilisons un slogan qui est peut-être un peu dur, mais celui-ci, c'est « système judiciaire complice d'aliénation parentale ». Pourquoi nous disons cela ? Parce que le système judiciaire est trop lent lorsque un processus d'aliénation parentale est mis en place. Et ça commence dès les non-présentations d'enfants. Il y a des parents, donc principalement des papas évidemment, mais il y a des mamans aussi qui ont ça, c'est que on va parfois déposer plainte pour une non-présentation d'enfants, 2 présentations d'enfants, non-présentation, et puis il y a des dizaines et des quinzaines non-présentations d'enfants et le parquet ne bouge pas. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que ce parquet ne bouge pas alors que c'est toujours un jugement qui n'est pas respecté ? Vous avez une réponse à ça, Marie-France Carlier. Est-ce que la justice est trop lente dans ce type d'affaires où on sait que attendre des semaines, des mois, ça peut être désastreux en termes de dégâts psychologiques pour l'enfant? Donc la justice était trop lente. Normalement, elle ne l'est plus. C'est vrai. Merci, madame. Quand on fixe aujourd'hui, dans un délai de 15 jours à 3 semaines, un dossier, et l'important, c'est la première audience. À la première audience, s'il y a déjà une rupture de lien, c'est se dire non, on travaille immédiatement cette rupture de lien, et ça, c'est la responsabilité du magistrat, du juge. Là, il doit absolument imposer, s'il n'y a pas d'accord, bien entendu, l'idéal, c'est que trouver un accord, imposer un cadre. Et si on sent déjà qu'un des parents est réticent et qu'il ne va peut-être pas respecter ce cadre-là, on peut être prudent et remettre le dossier à un bref délai. Dans la loi, on peut aussi faire refixer le dossier en disant, ben voilà, le jugement n'est pas respecté, l'avocat peut éventuellement, je ne le conseille pas tout au début du processus, mais à un moment donné, demander une astreinte pour non-respect du jugement. Ça, c'est au civil. Alors, ici, on parlait de l'aspect pénal. Je ne suis pas responsable. Je sais que c'est malheureux. C'est malheureux. Je trouve aussi que ce n'est pas la priorité des parquets. Et effectivement, il y a beaucoup de... C'est pas la priorité des parquets de faire respecter, par exemple... De poursuivre les parents qui ne respectent pas les jugements, alors qu'il y a déjà un article de loi qui le prévoit. Et donc, effectivement, voilà, je pense que c'est dommage parce que c'est un délit qui a des répercussions graves sur le développement des enfants, puisqu'il est privé par un des parents. Parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire. Dans la plupart des cas, c'est pas volontaire, mais en attendant, effectivement, c'est un processus qui se cimente très rapidement. Donc, effectivement, ce serait... Alors, poursuivre, ce n'est pas toujours l'idéal non plus. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de travailler avec les 2 parents. Il ne faudrait pas que l'enfant perde un parent pour en récupérer qu'un autre. Il faut que l'enfant puisse se développer au contact de ses 2 parents. Donc, c'est toujours cette même logique qui est la vôtre. La même logique. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'aliénation parentale, par exemple, dans la loi, ça ne vous convient pas parce que ça ne changerait pas grand-chose dans les faits. Et ce que vous dites là, c'est que finalement, ça créerait plus de conflits qu'autre chose, si j'entends bien. Je pense qu'effectivement, déjà, rien que de définir l'aliénation parentale, ce serait très compliqué. Et donc, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de poursuites parce que chaque fois, on dirait que les critères ne sont pas remplis. Mais surtout, parce qu'effectivement, il y a réellement une aliénation parentale, il faut pas tout de suite porter plainte, il faut justement travailler, laisser le juge, la famille faire son travail. Alors, le jour où, entre guillemets, le juge de la famille dépose ses armes, c'est dommage et j'espère que ça n'arrive pas. Peut-être un jour, mais qu'est-ce que ça ne va pas faire revenir les enfants, malheureusement.
Alors je pense que voilà, le mieux c'est peut-être poursuivre pour non-présentation d'enfants. J'aimerais terminer peut-être avec quelques éléments aussi constructifs. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour envisager des solutions qui conviennent aux enfants des familles nouveaux modèles dans lesquels ils se sentent bien? Vous avez vu, vous, Laura Merla, par exemple, dans vos recherches et dans vos enquêtes, des tas de situations assez originales. Est-ce que vous pouvez partager quelques-unes de ces solutions avec nous et qui vous semblaient intéressantes? C'est une question lourde que vous me posez là. Mais je vais peut-être commencer par un chiffre. On a fait une enquête il y a quelques années auprès d'adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc 12-18 ans. On a interrogé 1600 jeunes, dont 600 en famille divorcée ou séparée. On leur a demandé notamment s'ils étaient satisfaits de leur mode d'hébergement. Et bien, 85% ont répondu que oui, ils étaient satisfaits de leur mode d'hébergement. Donc ça veut dire malheureusement que 15% ne le sont pas. On a quand même cette écrasante majorité qui est satisfaite de la manière dont les choses sont organisées. Par rapport à la manière dont les choses s'organisent, dans l'étude qu'on a faite avec les enfants en hébergement égalitaire, on a observé 3 groupes en fait. On a un groupe de jeunes qui sont plutôt détachés dans le sens où ils préfèrent qu'en fait ce soit les parents qui organisent leur mode de vie, y compris les détails de l'alternance, etc. Et qui ne sont pas du tout attachés à une comptabilité stricte en termes de jours. On le disait tout à l'heure, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que on puisse accommoder les besoins et les envies de chacun. Si à un moment donné il y a une activité extrascolaire qui fait qu'on ne va pas pouvoir strictement respecter les 7-7, eh bien, il faut pouvoir s'adapter. On a des jeunes qui eux, ont envie d'avoir beaucoup à dire et d'être impliqués, y compris dans les détails de l'organisation. Et puis, il y en a qui considèrent que c'est pas leur problème. Voilà, c'est pas leur problème, même si leurs parents voudraient les faire participer. Mais dans le vécu quotidien, en fait, ce qui parle aux jeunes, c'est vraiment leur quotidien. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais entretenir une relation avec mes copains, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour me sentir bien dans une pièce qu'éventuellement je vais partager avec un autre frère ou avec une autre sœur. Et pour se sentir aussi bien chez soi d'un côté que de l'autre Alors, le sens du chez-soi, en fait, il est polymorphe et c'est ce qu'on a pu observer dans la recherche que j'ai faite avec une collègue, donc Bérangère Nobel, que je tiens à citer ici. Le sens du chez-soi, il ne s'ancre pas uniquement dans les aspects matériels et morphologiques d'un lieu. Donc, effectivement, l'ambiance qui peut régner dans une pièce, le fait qu'elle soit petite ou grande, le fait d'avoir une chambre partagée ou pas, ne suffit pas, en fait, à se sentir chez soi. Mais ce qui prime chez les jeunes qu'on a rencontrés, c'est l'ambiance qui va régner dans un lieu, donc l'ambiance familiale, le fait de pouvoir se sentir à l'aise dans les relations qui vont se nouer à l'intérieur d'un lieu, et puis la capacité à pouvoir se faire un petit cocon. Et le cocon, ça peut être un coin dans une chambre partagée, ça peut être s'aménager une bulle d'intimité avec son casque et son smartphone sous les genoux, et c'est de pouvoir être reconnu aussi à l'intérieur du domicile et de pouvoir maintenir en fait sa place dans les moments où on n'est plus là. Et donc maintenir sa place, mais c'est respecter par exemple le fait qu'on n'a pas envie qu'on rentre dans sa chambre quand on n'est pas là, ou qu'on respecte le désordre qui a été mis, parce que c'est une manière de marquer son territoire, respecter la chaise vide à table, mais c'est aussi être présent en pensée. Donc s'il y a une décision importante, alors importante aux yeux d'un jeune, on va acheter un nouveau chat, c'est de programmer l'achat du chat au moment où l'enfant est là et pas à la semaine où il n'y est pas. Et puis c'est aussi communiquer via les plateformes, smartphones, etc. Les réseaux sociaux jouent un rôle important évidemment aujourd'hui dans le maintien du contact. Peut-être terminer avec ça, la notion de la chambre vide, Bruno Humbeck, c'est quelque chose qui est intéressant. Le fait que l'enfant continue à se sentir chez lui même quand il n'est pas là. Il est toujours présent quand il est absent. Le problème de l'alternance, c'est que dans la tête parfois de l'adulte, c'est présent, absent, on est avec l'enfant, non, l'enfant reste présent. Et l'exemple du chat, il est excellent. Je trouve effectivement un achat significatif, on va attendre que les enfants soient là pour en parler, parce que forcément, la vie de famille, elle continue même quand je suis chez l'autre parent. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait par rapport à ce genre d'aménagement, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en pédagogie, la notion d'aménagement raisonnable. S'il y a bien un domaine dans lequel il faut faire preuve d'aménagement raisonnable, c'est une séparation pour que l'enfant sente qu'il est toujours chez lui partout où il est. Et qu'il a ces petits espaces qui lui permettent de se sentir chez lui, même quand, par exemple, son fauteuil
est occupée maintenant par un beau-père, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la reconstruction d'une famille. Toutes ces places symboliques, effectivement, elles vont bouger très fort. Il faut qu'il y ait des espaces qui restent permanents. Tout évolue très vite parce qu'il y a aussi des séparations dans des familles recomposées avec du coup des frères et sœurs qu'on voit plus du tout. C'est même pas des frères, c'est des demi-frères, c'est des quarts de frères, c'est des huitièmes de frères, parce que vous êtes remis en ménage avec quelqu'un qui lui-même avait des enfants. Et donc, ça peut être effectivement une opportunité de recréer du vivre ensemble. Il faut aussi des techniques pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir soutenir, et c'est pour ça que moi, je plaide vraiment pour un accompagnement qui est effectivement plus préventif. Ce que j'entends sur le modèle consensus est vraiment intéressant, parce que tout le monde a besoin d'être accompagné. Les adultes, moi j'entends énormément de parents, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible ? Il y a une vraie demande, les enfants aussi, comment est-ce que je peux préserver ma tranquillité ? Parce que c'est ça, effectivement, qu'ils attendent. Il y a eu ce moment qui parfois est vécu comme un soulagement, quand des parents se sont beaucoup disputés, la séparation est parfois vécue comme un soulagement, mais c'est le moment du choc, et puis après, on va amortir le choc, et on a parfois besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur de la famille pour en parler. Parce qu'avec quelqu'un d'extérieur, on pourra parler en ne blessant personne, tout simplement, et dans un cadre qui n'est pas nécessairement, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce modèle du consensus, parce que ce ne sont pas que des avocats qui gèrent les choses juridiquement, on a affaire aussi à des psychologues, à des pédagogues qui vont à un moment donné accompagner, parce que la parole de l'enfant, n'est pas sacrée, mais elle est importante. La sacraliser, c'est vraiment une catastrophe, mais la considérer comme importante, parce que l'enfant, pour l'enfant, tout est sérieux, même si ce n'est pas nécessairement grave. Mais donc, si je retiens quelques éléments de ce débat, ne pas nécessairement donner trop de place à l'enfant, c'est lui faire porter une responsabilité trop lourde. Oui. Par contre, évidemment, tenir compte de ses besoins, et ça passe notamment par l'aménagement de la maison, la place qu'on lui donne au quotidien. C'est pas vouloir l'hébergement égalitaire à tout prix tout de suite, parce que parfois c'est un processus qui est plus long que ça. C'est le consensus, on l'a entendu dans votre témoignage. C'est voir aussi qu'il y a plein de solutions qui existent, se montrer créatif, et pas oublier qu'évidemment, qu'il y a toutes ces situations qui se passent bien et d'autres qui se passent évidemment beaucoup plus mal et où on ne trouve pas de solution, y compris devant les tribunaux, où on se retrouve privé d'enfants comme vous. On entend que ce sont des témoignages évidemment très douloureux. Le vôtre, Monsieur Semeraro, mais aussi tous ces parents qui appellent SOS Papa et qui sont démunis parce que privés de leur enfant. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus ce soir sur le plateau de Regard Sûr pour partager vos témoignages, vos expertises. Je vous souhaite une très agréable soirée. On se retrouve très bientôt avec d'autres documentaires, d'autres débats. Belle soirée.